Il reste encore des endroits où les processus naturels de l'évolution se déroulent normalement. Dans mon métier, la plupart du temps, je recueille des informations sur des espèces en voie d'extinction. Mais parfois, on trouve un endroit comme celui-ci. Et on se dit que tout n'est pas perdu. Tout n'a pas disparu. Tout n'est pas perdu. Tout n'a pas disparu. Êtes-vous déjà tombé en arrêt devant elle, émerveillé par sa beauté, son intelligence? Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme, sans même y penser. Précieuse pour être sacrifiée. Nous sommes tous tributaires de l'équilibre qui s'est établi au fil des millénaires. La Terre ne nous appartient pas. Nous l'empruntons à nos ancêtres et nous la laisserons à nos enfants. Mais là encore, il y a une erreur, un raccourci. Comme trop souvent, l'espèce humaine se place au-dessus du reste. On se croit supérieur et comme toujours, on est fixé sur l'être humain. On sait que la Terre ne nous appartient pas, mais on oublie que nous l'empruntons non pas à nos ancêtres, mais à toutes les espèces qui y vivent, et que nous la laisserons à toutes les espèces qui y vivront. Malheureusement, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est crucial. Et nous ne devrions plus nous mettre au-dessus des autres espèces ainsi, car, rapportés à nos besoins vitaux, boire, manger et respirer, nous partageons ces besoins avec tous les animaux et tous les végétaux. Nous partageons la Terre avec toutes les espèces qui y vivent. Sans elles, nous ne serions pas là. Et c'est en nous plaçant au-dessus des lois naturelles, en déplaçant des montagnes, en détournant des fleuves, en construisant des barrages, en accélérant nos déplacements comme jamais, en permettant à des espèces de voyager et de proliférer, en polluant l'air, les terres et les mers, en exterminant des milliers d'espèces, en détruisant leur habitat, en déforestant à tout va. En nous plaçant au-dessus des lois naturelles, nous dévastons la Terre. Nous lui imposons une cadence qui ne lui permet pas de se régénérer. L'humain s'est extrait de la nature à tel point qu'il ne la respecte plus. Et la situation est grave, presque désespérée. Les problèmes environnementaux sont énormes et leurs conséquences sont dramatiques. Nous avons infligé à notre planète de vilaines cicatrices. Et fort de notre soi-disant progrès, de notre appétit à la puissance et notre désir de vouloir tout maîtriser, l'homme pense qu'il va pouvoir résoudre les problèmes qu'il a créés grâce à la technique. Nous courons actuellement sur une route mortelle. Au lieu de nous remettre à notre place, de rester humbles et modestes, nous sommes en train de nous précipiter sur une autoroute, celle de la convergence des technologies du contrôle sur toute matière, toute vie, tout savoir. À travers la technologie, les neurosciences cognitives, la biotechnologie et depuis peu notre dangereux et incontrôlable accès aux nanotechnologies, l'homme se prend pour Dieu. Nous touchons du doigt désormais les origines de la vie, la création. Depuis la révolution du numérique, les magiciens du cinéma n'ont cessé de repousser les frontières du possible. Pour fabriquer le T-1000, les créateurs des effets spéciaux ont dû d'abord digitaliser le comédien point par point pour ensuite pouvoir le reproduire et le programmer à volonté. Mais grâce aux technologies génétiques, l'homme va peut-être pouvoir faire la même chose sur l'humain. D'un système de codification à un autre, les lettres du génome remplacent les 0 et les 1 du numérique. Avec le clonage, le mystère de la vie, ce secret si précieusement gardé, ne serait donc qu'une simple formule sur le point d'être décodé.
L'homme rejoindrait alors le monde des machines, devenant lui-même un produit industriel, brevetable et programmable à volonté. Très impressionnant. J'espérais bien que vous seriez satisfait. Appuyé par les États et par de grosses multinationales, avec des financements de plus en plus gigantesques qui percent les plafonds, quelques milliers de chercheurs sont en train de créer des matériaux qui n'existaient pas et qui défient les lois naturelles. Mais le plus inquiétant sera bientôt là. Si nous ne faisons rien, d'ici quelques années, des apprentis sorciers, des savants fous, des chercheurs auront réussi à créer la vie. Des formes de vie nouvelles, inédites, aux caractéristiques extraordinaires. Quant aux capacités incommensurables de destruction, sachez que les nanotechnologies sont au cœur de la nouvelle course aux armements. Rendez-vous compte, les nano-armes seront à la bombe atomique, ce que celle-ci était au lance-pierre. L'homme a créé des machines qui le détruisent, mais d'autres machines vont réparer les dégâts causés par les premières. La révolution qui s'annonce est celle des transplantations, un mélange entre le technique et le vivant. Pour que l'homme puisse fonctionner à la même vitesse que les nouvelles machines, il faudra introduire de nouveaux moteurs dans nos corps. L'homme reprogrammé. Dans 30 ans, l'équivalent électronique de notre cerveau sera peut-être plus petit que le bout de notre doigt. Les nanotechnologies nous permettront de faire fusionner une puce de silicium avec un neurone. Une intelligence humaine décuplée, une mémoire de silicium greffée, ouvrant les portes de l'éternité, mais aussi la manipulation du raisonnement, de la perception, de la conscience. Il sera bientôt impossible de distinguer les systèmes biologiques des systèmes électroniques. Les puces stimulatrices connectées à nos neurones introduiront alors de nouveaux types de perceptions dans notre corps. Les câbles et autres consoles électroniques sont désormais remplacés par du matériel organique fabriqué à partir de tissus vivants. Il est difficile de se figurer tout cela, d'avoir une idée précise de ce que nous préparent les labos de bio et nanotechnologie. Mais une chose est sûre, si nous ne faisons rien tout de suite, maintenant, nous allons vivre dans un monde digne des pires films de science-fiction. Bientôt, nos chercheurs seront devenus des créateurs, et forcément certains se prendront pour Dieu. Et le pire, c'est qu'en continuant sur notre lancée, au lieu de les interner, un jour prochain nous finirons à leurs pieds en train de les vénérer. Ça va nous dévorer vivants. Pensez-vous? Nous devrions arrêter, je vous assure. Arrêtez, mais comment? C'est tout ce que nous avons voulu. C'est sur quoi nous nous fondons. Ce qui nous nourrit. Comment pourrions-nous jamais nous en détourner? Nous n'avons pas le droit. C'est clair qu'à ne pas se donner de limites, on met notre avenir en péril. Et c'est en rejetant la simplicité, en glorifiant le scientisme, le tout technologique, que nous prenons le plus de risques. Car il ne faut pas se leurrer. Au final, les riches et les puissants le seront encore plus. Suréquipés, surarmés, surprotégés, ils seront alors tout puissants, et nous finirons par ne plus pouvoir les renverser. Et personnellement, je n'attendrai pas d'être pucé, fiché, tracé, transformé, manipulé. Car nous risquons d'être dépassés, tellement fliqués qu'on ne pourra plus se rebeller. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. C'est bizarre comme les choses arrivent. Et puis tout à coup, sans que j'ai l'impression qu'il se soit passé quelque chose, tout avait changé. Plus rien n'avait de sens. Le monde avait perdu son sens.
une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qu'il vampirise. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Le capitalisme exploite, bon, il existe sous diverses formes, il y a le capitalisme sauvage dans des pays pauvres, etc. Mais chez nous, c'est toujours la même dynamique qui fonctionne et qui exploite l'énergie, alors mais partout, je veux dire toute forme d'énergie, qu'elle soit du sous-sol, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit subatomique, demain qu'elle sera du vivant, etc. On pressure tous les individus et on se dit... Qu'est-ce qui est sous-jacent à ça, si ce n'est cette volonté de puissance, mais qui est une volonté collective maintenant, qui n'est pas seulement une volonté individuelle, c'est-à-dire cette volonté d'être des dieux. À mon avis, c'est là que ça se situe. C'est-à-dire, plus on consomme d'énergie, plus on a l'impression d'être un personnage important. Et d'ailleurs, on le voit facilement. Ceux qui sont considérés, c'est ceux qui consomment de l'énergie parce qu'ils ont des grosses bagnoles, ils ont des avions, ils ont... La possibilité d'avoir des serviteurs, ils ont des grandes maisons, etc., etc. Et ceux qui sont au bas de l'échelle, ce sont ceux qui consomment le moins. Finalement, on se contenterait bien de peu. On ne demande que rien de bonheur, un espoir d'avenir. On demande aussi de ne pas détruire la planète. D'arrêter de dire que la croissance amène le progrès, ou que le progrès amène la croissance. Aujourd'hui, 20% de la population mondiale, les pays riches, consomment 80% des ressources naturelles de la planète. Le résultat de cette gloutonnerie, c'est la mort de la nature.